Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company, or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Mesdames, Messieurs, vous m'entendez? Le micro fonctionne. Mesdames, Messieurs, bonjour. Frédéric Doré pour vous servir, animateur de garde pour tout sujet ayant trait plus ou moins à l'environnement dans le cadre de l'ICTL. Heureux d'être avec vous pour ouvrir toute cette série de débats. Le premier ayant trait à la réindustrialisation. Si l'on en croit certains et certaines, une des rares réussites de la France, si on compare par rapport à l'Allemagne. Nous avons un PIB industriel inférieur à celui de l'Italie et de l'Espagne. On ne parle même pas de la comparaison avec l'Allemagne. C'est une tradition française manifestement que de désindustrialiser. Et à l'occasion de la crise sanitaire, on s'est rendu compte de certaines choses, qu'avoir des fabriques de masques, de médicaments pas loin de chez nous, c'était pas si mal. Depuis, on fait assaut de volonté de réindustrialiser, de relocaliser. L'État semble redécouvrir l'industrie. L'État qui d'ailleurs demande à EDF de racheter les turbines nucléaires que l'État avait vendues d'ailleurs à General Electric. C'est d'ailleurs à peu près la même personne, si je ne m'abuse, qui était aux commandes aux mêmes époques. La réindustrialisation, oui, mais à quelles conditions? Peut-on réindustrialiser quand on a tout désindustrialisé, quand on a tout relocalisé? Peut-on réindustrialiser par bout ou par filière? Peut-on réindustrialiser sans penser, la réponse est dans la question évidemment, à la logistique, aux entrepôts, à la distribution? On va voir ça tout de suite avec nos invités, avec Nadine Levrato. Levez la main pour nos amis à chaque fois. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, Laboratoire Economics de l'Université de Nanterre. Mathieu Charbonnier, vous êtes responsable développement, pôle de solutions mobilité durable chez NJ Solutions. Claude Sanson, vous êtes président d'Afilog et co-auteur et signataire d'une charte dont vous allez nous parler tout à l'heure. Constance Maréchal d'Heureux, vous êtes directrice générale de France Logistique. Nicolas Sauret, vous êtes maire de la bonne ville de Joigny, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté en charge de l'économie. Et Xavier Bertrand, je pense que vous pouvez aussi retirer votre masque si vous en avez envie, président de la région Nord-Pas-de-Calais. Non, c'est la région de France. Je m'y fais pas, président, je suis ch'ti. Ouais, je sais que vous êtes de Cambrai, mais quand même. Ben oui, je suis d'ailleurs pas vraiment pas plus d'une seule bêtise. Hein. Non, mais oui, on verra. Non, en fait, je suis de Caudry, bassin totalement désindustrialisé, bassin textile et dentelle, où j'ai vu, petit et ado, un bassin se vider de ses ouvriers, de ses patrons, avec aujourd'hui 28% de chômage, et rien n'est revenu. Madame Levrato, la désindustrialisation... Pardon? Bah si, c'est revenu. Bah, quoi? Ah oui, et grâce à la logistique? Ouais, pas grand-chose. Hein. Ah bah, vous plaisantez, 1300 emplois? À Caudry? Non. Bah, juste à côté de Caudry, à Cambrai, sur ouais. Une base aérienne qui était la base aérienne 103, et c'est par la logistique qu'on est en train justement de recréer des emplois. Bon, on est à 25 km de Caudry, mais on en reparlera après si vous voulez. Oui, d'accord, excusez-moi monsieur, d'accord, mais oui, c'est vrai que c'est pas à 2,5 km parce que la base aérienne qui avait été fermée était à 25 km, mais c'est grâce à la logistique qu'on retrouve des perspectives et de l'espoir. Et ben voilà une introduction. Merci. Nadine Levrato, la désindustrialisation, c'est quoi rapidement? Et la réindustrialisation, à quelles conditions? Vous, votre regard de chercheuse? Bonjour, merci pour l'invitation à discuter de ce sujet dont on ne se lasse pas depuis quelque temps. Donc la désindustrialisation, c'est un phénomène malheureusement ancien.
puisque dès les années 80, on voit diminuer la part de l'industrie dans la valeur ajoutée brute ou le produit intérieur brut donc de la France. Une diminution plus rapide que dans d'autres pays voisins. Vous avez cité l'Espagne, l'Italie, évidemment l'Allemagne, un peu du même type que celle qu'ont connu les Anglais, hein, et qui a fait de la France un pays qui, par sa structure d'entreprise, était relativement proche de l'Allemagne dans les années 70, à un pays qui ressemble davantage à la Grande-Bretagne dans les années 2000. Alors la désindustrialisation s'opère parce qu'il y a des gains de productivité, hein, évidemment, des gains de productivité qui sont liés à une augmentation de l'efficacité du capital productif, mais aussi des gains de productivité qui proviennent du fait que l'industrie se spécialise sur son cœur de métier et externalise vers le secteur des services toute une série de tâches qui étaient comptées comme des salariés industriels et de la production industrielle, mais qui passent dans le tertiaire. Et là, on va voir fleurir toute une série de discours sur la désindustrialisation glorieuse qui traduirait finalement l'entrée de la France dans la modernité. Donc, c'est la montée en puissance des services et de nombreux rapports de ce qui s'appelle à l'époque le commissariat au plan, de la DATAR, qui finalement indique que cette désindustrialisation, soit elle n'existe pas, parce que ce sont des transferts de main-d'œuvre, soit elle est bénéfique, parce que de même que l'agriculture a disparu au début du XXe siècle, ou en tout cas s'est effondré, eh bien, le futur est au service. Et donc, on voit toute une série de discours. Alors, évidemment, on va citer le fameux Serge Suruc, PDG d'Alcatel, qui rêve d'une France sans usine, d'usines sans salariés. Donc voilà, c'est l'archétype du discours victorieux sur la désindustrialisation, mais on va déchanter une première fois en 2008 avec la crise financière globale, qui sera suivie du rapport de Louis Gallois, qui va tirer la sonnette d'alarme, qui sera relayé par d'autres. Et depuis, on parle de relocalisation, de réindustrialisation, et jusqu'à présent, avec un résultat malgré tout relativement limité. Désindustrialisation, donc il y a un facteur culturel. On voulait finalement plus vraiment d'usines en France. L'usine, ça sent bon son 19e et sa lutte des classes. Écologiquement, elle était considérée comme pas extraordinaire. On se rend compte aujourd'hui que l'industrie de services peut être pire en matière de coûts écologiques. Mais est-ce qu'il y a des facteurs objectifs ? Le coût du travail, on dit qu'il est plus élevé. Le coût des impôts, on dit qu'il est plus élevé. En même temps, la productivité française est plus importante que partout ailleurs. Du coup, on a besoin de moins de salariés. C'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce qu'il y a des faits objectifs ? Et du coup, est-ce qu'il y a à partir de ces faits, on peut essayer d'évoquer des solutions pour accueillir à nouveau des entreprises ? La question du coût. Alors, le coût du travail, c'est un serpent de mer. C'est-à-dire que ça fait depuis les années 90, les premières exonérations de cotisations sociales initiées par M. Juppé en 1993 pour justement alléger le coût du travail. Et depuis, lorsqu'on regarde les schémas d'exonération de cotisations sociales, celles-ci n'ont cessé d'augmenter, sauf sous Nicolas Sarkozy, qui a mis un coup d'arrêt à la hausse des exonérations de cotisations sociales. Et donc, quand on compare, maintenant je vais revenir à la fameuse comparaison France-Allemagne, quand on regarde le coût horaire du travail, si on regarde en global, il est plus élevé en France qu'en Allemagne. C'est vrai. En revanche, si on sort les salariés du secteur de la banque et de l'assurance, qui sont nettement mieux payés en Allemagne qu'en France, ainsi que ceux du conseil, on trouve des coûts du travail sensiblement équivalents, voire légèrement inférieurs en France qu'en Allemagne. Donc ça, c'est un premier point. Néanmoins, ces chiffres, pour une raison qui m'échappe, sont mal connus et on continue de lire, y compris dans un rapport récent de France Stratégie, que l'industrie française est pénalisée par un coût du travail excessif. D'autre part, ce que l'on observe, en revanche, c'est que
l'investissement des entreprises françaises est composé de manière étrange et pas très productive. Si on décompose la formation brute de capital fixe des entreprises, donc ce qui constitue la masse d'investissement réalisée par les entreprises, on s'aperçoit que celles-ci investissent dans des innovations de processus qui, en fait, ont pour conséquence principale une réduction des coûts de production, donc beaucoup d'investissements en base de données, en investissement en informatique, pour extraire davantage de gains de productivité, finalement, de leur investissement. Mais on ne crée rien, c'est ce que vous voulez dire. Comment ? On ne crée rien, on n'investit pas en recherche et Alors développement. voilà, vous êtes brutal quand même. Ce que je voulais dire, c'est que des investissements de croissance, il y en a beaucoup moins, c'est-à-dire des investissements soit pour augmenter les volumes de production, soit pour diversifier l'activité de production. Enfin, il y a les fameuses montée en gamme, hein, c'est-à-dire que souvent on lit ah ben voilà, la solution c'est la montée en gamme. Alors là on a un écueil dans le sens où certes il y a du crédit impôt recherche, mais les évaluations qui ont été faites sous l'égide de France Stratégie par la CNEPI montrent que finalement on a peu de R&D qui donnent lieu à des innovations de produits et de la création de nouveaux marchés. On a beaucoup d'innovations organisationnelles, beaucoup d'innovations marketing qui ne permettent pas de conquérir des marchés internationaux. Donc, la solution, finalement, se trouve dans les entreprises. Alors, dernière exonération en date, celle sur les impôts de production, 10 milliards par an dans le plan de relance, avec des évaluations a priori ex ante qui montrent que ça ne va pas amener une augmentation visible de l'investissement des entreprises. D'abord parce qu'il y a 10% des entreprises, les plus grandes d'entre elles, on en a une autour de la table, c'est Engie, c'est la même chose pour EDF, Renault, Enedis. Donc 10% des entreprises qui représentent 90% de la contribution économique territoriale, et pour le reste, énormément d'exonérations déjà ou de compensation par l'État. Donc, on peut être assez pessimiste et il faut trouver d'autres leviers pour améliorer cet investissement productif. Effectivement, le rapport de France Stratégie n'est pas ce qu'il faut lire quand on est déprimé. Parce qu'on n'en voit pas le bout et insiste lourdement, effectivement, comme vous le dites, sur la place trop importante en France par rapport à l'Allemagne des gros groupes qui, effectivement, iraient chercher des gains de production aux dépens de la recherche et développement. Messieurs les élus, Nicolas Sauret, Xavier Bertrand, fort de ce constat, pour attirer des entreprises, les faire revenir, attirer des entreprises étrangères, le seul argument, il est fiscal, c'est subventionné, c'est s'arranger pour qu'elles payent moins, c'est exonérer de taxes foncières, c'est quoi ? C'est forcément une aide ? Quand vous voulez, vous prenez le micro comme vous voulez, vous réagissez comme vous voulez. Je pense que non. La première solution, ce n'est pas la fiscalité. Je le dis très honnêtement parce que quand vous rencontrez des entrepreneurs qui cherchent à atterrir quelque part dans nos régions, ce qu'ils viennent chercher d'abord, c'est un écosystème. Moi, ce que je constate dans les liens que nous avons avec les entreprises qui viennent s'installer, c'est qu'elles cherchent d'abord un réseau de sous-traitants, elles cherchent un réseau de recherche, de développement, elles cherchent aussi des lieux d'implantation qui est par exemple la fibre optique. Ça, c'est encore une question qu'on nous pose régulièrement, les emprises foncières. Et finalement, la question de la fiscalité, elle vient plus loin. Et puis, bien sûr, l'aide qui peut être octroyée, l'aide publique qui peut être octroyée, qui est effectivement un levier qui permet, in fine, y compris dans la concurrence que se mènent les territoires et les régions, de pouvoir accueillir sur nos territoires les entreprises que nous allons démarcher, que nous allons chercher ou qui se présentent spontanément à nous. Donc vous osez concurrencer les Hauts-de-France, vous ? Ah mais on vient de perdre une petite bataille avec les Hauts-de-France sur les batteries électriques. On n'a pas dit notre dernier mot sur ce sujet, notamment vous avez déjà tout l'hydrogène. Vous avez déjà tout l'hydrogène depuis la combustible. Laissez-nous les batteries. Mais c'est pas assez, si vous voulez. La Bourgogne-Franche-Comté mérite beaucoup mieux que cela. Les Hauts-de-France aussi, je ne dirais pas ça. J'ai commencé ma carrière professionnelle à Lille, à l'Équin, où
on avait fait cadeau une très belle entreprise de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques que vous connaissez, Monsieur le Président, chez André Dupont, chez Vitamine T. J'y avais travaillé. Mais vous voyez, je suis revenu dans ma région où j'ai grandi. Donc, on se mène bien sûr ce genre de bataille. On est en concurrence entre les territoires. Disons-le, c'est pas toujours très vertueux. Hein. Moi, je suis très critique sur cette mise en concurrence que se font les territoires sur l'industrie comme sur tellement d'autres sujets. Hein. Alors, quels arguments on met en avant dans les concurrences? Il y a quand même des arguments financiers, de subventions, fiscaux. Alors, il y a évidemment ça. Vous savez, la fiscalité des régions, on lève plus l'impôt. Hein. Donc, à part des exonérations sur les cartes grises, c'est-à-dire pas grand-chose, on ne peut pas faire grand-chose sur les exonérations fiscales. Par contre, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est de l'aide publique, de l'aide à l'innovation, de l'aide à l'installation, de l'aide à la productivité. C'est ce qui a été évoqué. Ça, on sait faire. Mais encore une fois, c'est pas ça la première chose que les gens qui s'adressent à nous viennent chercher. Ils viennent chercher un écosystème. Est-ce que si je m'installe à Dijon ou à Besançon, j'aurai accès à des labos de recherche? Est-ce que j'aurai accès à de la main-d'œuvre qualifiée? Donc, y a-t-il des centres de formation? Et puis, quand vous parlez avec des entreprises, ça va même plus loin. Est-ce que si je fais venir mes cadres, notamment, eh bien, leurs enfants pourront avoir accès à toute une offre qui va de l'offre sportive, l'enseignement de musique, jusqu'aux établissements d'enseignement supérieur. C'est ça qui est étudié par les entreprises, au moins autant que la fiscalité. Xavier Bertrand, la formation compte beaucoup. Non, je suis d'accord, c'est un écosystème, c'est un tout. Mais dans cet écosystème, il y a des points sur lesquels aujourd'hui, en France, on n'est pas encore suffisamment au rendez-vous. Bon, moi, je le vois. Je n'ai pas délégué les questions industrielles et les questions d'implantation. C'est moi-même qui les traite avec une équipe restreinte et à mon cabinet et dans les services. La question quand même des aides est toujours posée. Pourquoi elle est toujours posée? Parce qu'on est en concurrence. Une implantation, c'est le résultat d'un concours, pas d'un examen, d'un concours. Et donc, très clairement, la question des services publics associés, tout ça, ça joue, et on a quand même un haut niveau d'infrastructure en France par rapport à d'autres pays. Il y a la question de la formation et la façon dont on peut modifier l'outil de formation pour faire du sur-mesure et très rapide. Il y a aussi la capacité à transformer le parcours du combattant de l'implantation en tapis rouge. Et après, comme on dit chez moi en Picard, il y a des régions qui sont plus ou moins friendly. Moi, je suis effectivement totalement friendly pour et la logistique, ce n'est pas le cas de toutes les régions, et pour l'industrie. Mais vous avez quand même cette question financière. Ce n'est pas moi qui l'indique, mais Business France et également Ernst & Young ont publié un classement des régions sur les investissements internationaux industriels. Depuis plusieurs années, nous sommes les premiers. Je mets beaucoup d'argent. Parce que si c'est des implantations internationales, il y a quand même des pays qui lèvent moins d'impôts, moins de charges et moins de cotisations. Et si je fais cela, on n'a pas affaire à des chercheurs de primes, mais ceux qui prennent la décision doivent pouvoir présenter à leur board les raisons pour lesquelles la compétition n'est pas forcément en défaveur de la France, compte tenu des autres atouts. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que la première marche qui a été franchie sur la baisse des impôts de production n'est pas suffisante pour provoquer ce choc. Je pense qu'il faut revenir à la moyenne européenne et donc avoir un effort 3 fois supérieur à celui qui a été fait. Et là, on va revenir avec une compétition où tous les atouts français, la qualité de la main-d'œuvre notamment, la recherche, le développement, vont nous permettre de faire clairement la différence. Après, vous avez des exemples. Vous savez, on a été en concurrence, ce n'était pas avec vous, c'était avec Grand Est et avec Berlin pour Tesla. Ils demandaient 0 argent public. La seule chose qui les intéressait, c'était l'écosystème de formation et surtout la rapidité des délais. Bon, les Allemands ont menti sur les délais qu'ils savaient garantir au final, mais on n'était pas si loin que ça, donc encore un effort. Et là, on sera vraiment dans une compétition internationale qui va nous permettre de faire. C'est quoi le plus grand atout de la région des Hauts-de-France? Vous l'avez dit, il y a une formation. Est-ce que ce n'est pas la grande surface des friches industrielles, comme la BA103 Épinois, qui ont été pendant des années jamais utilisées, sous-utilisées? Mais non, c'est la position géographique. Tout le monde dit qu'on est au cœur de l'Europe, mais on a quand même, nous, l'ouverture sur la région la plus riche d'Europe, l'Île-de-France. Ça fait un foncier disponible quand même. On a la façade maritime, et on a l'ouverture sur l'Europe. Tout le monde a ses atouts. Mais les trois ensemble, c'est la première des choses. Non, parce que la question des friches, mais ça vous met un siècle aujourd'hui pour la réhabiliter, et ça vous coûte un argent fou pour pouvoir le faire, tant qu'on n'a pas investi également, très clairement, dans de nouveaux procédés, dans de la tech, pour notamment dépolluer.
C'est ça le fond du problème. Après, il y a du foncier. Mais excusez-moi aussi de vous livrer le fond de ma pensée. C'est qu'on ne pourra pas continuer à développer le pays avec les derniers textes qui ont été votés, parce qu'on est en train de tout mettre sous cloche. Quel texte? Les textes climat. Là, on est en train de vous dire aujourd'hui que la non-artificialisation, les constructions, que ce soit dans le domaine du logement ou les constructions dans le domaine économique, bon, si tout le monde pense qu'on est au niveau où il faut en matière de développement économique, très bien, c'est pas ma version. Nous avons besoin de construire davantage. Et surtout qu'en plus, l'industrie, la logistique participent au réaménagement du territoire. Ce n'est pas le cœur des métropoles qui est intéressé. En même temps, Monsieur le Président, vous savez ce que disent les agriculteurs, les entrepôts, les data centers, etc. Ça vient bouffer sur la terre agricole. Mais il n'y a pas que les terres agricoles, il n'y a pas que les forêts, allons, soyons sérieux. On a aussi d'autres terrains qui peuvent être utilisés. Là, on est en train de nous dire, si vous les développez, il n'y aura plus d'agriculture. On peut aussi marcher avec ses deux jambes. Et nous sommes capables, nous, d'aller dans cette direction. On a un vrai partenariat avec le monde agricole, mais sauf que ce ne sont pas les friches industrielles qui vont nous permettre de régler le problème. En tout parce qu'il n'y en a pas assez? Pas à court terme. Parce qu'il n'y en a pas assez ou parce que leur coût de réhabilitation est... Je viens de vous le dire, le coût de réhabilitation et les techniques de réhabilitation. Et il n'y a pas d'argent public là-dessus. Pourtant, ça a été fait dans plein de villes. Tout le pourtour de l'Île-de-France était industriel, a été bâti. De l'argent, on en a. Non mais attendez, si on a ces résultats, c'est pas qu'on est des manchots, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'entre les textes qui sont votés aujourd'hui, l'absence de financement, l'absence de nouveaux procédés pour réhabiliter, ça ne fera pas la maille. Et on est en train aujourd'hui de continuer une compétition internationale parce que des projets industriels, notamment avec les innovations de rupture, il va y en avoir énormément dans les années qui viennent, dans la décennie qui vient. Sauf que la France ne peut pas faire cette compétition avec un frein à main serré. C'est tout. Monsieur le maire, vous partagez le même constat, les friches coûtent trop cher à réutiliser, vous en avez, vous? Alors, ça coûte cher, c'est une réalité. Néanmoins, on ne peut pas regarder ailleurs. Nous, on a créé en Bourgogne-Franche-Comté, j'ignore s'il y a l'équivalent dans les Hauts-de-France, mais on a créé un fonds friche qu'on a doté de près de 50 millions d'euros pour justement accompagner notamment les collectivités, les intercommunalités sur la reprise de ces friches industrielles. Alors, il est important de dire que l'enjeu, c'est zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'on peut quand même continuer à s'étendre. Néanmoins, il faut que ce soit contrebalancé par des reprises de terrain qui avaient vocation à être industrialisées. Moi, je suis maire, président de mon intercommunalité, j'ai travaillé mon PLUI avec cette idée-là, c'est-à-dire de dire, il y a 30 ans, quand on avait produit nos premiers plans d'occupation des sols, on imaginait s'étendre à qui mieux mieux. Bon, on n'avait pas du tout la même logique. On peut faire les deux, c'est-à-dire qu'on peut aller vers zéro artificialisation nette. L'enjeu, c'est pas de tout stopper. L'enjeu, c'est d'y aller certainement plus intelligemment, en essayant effectivement de reconstruire la ville sur elle-même et en reprenant ces friches industrielles. Mais là où je partage le constat, c'est que c'est excessivement coûteux et que les collectivités locales ne pourront pas y aller seules. Ça doit être un grand enjeu national et ça devrait être d'ailleurs la suite logique des textes qui ont été votés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on limite l'extension, il faut qu'on nous donne les moyens de rebâtir la ville sur elle-même et les zones sur elle-même. On va fermer momentanément la parenthèse logistique. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas, Constance Maréchal-Dereux et Claude Sanson. Monsieur Charbonnier, quel est le regard d'un gros industriel comme Engie sur la réindustrialisation? Vous n'avez jamais désindustrialisé, vous allez me dire, vous. Vous n'êtes jamais allé ailleurs. Alors, par définition, nos métiers sont... Mettez bien le micro sur le... Par définition, nos métiers sont très proches du terrain. Et donc, en effet, on a des effectifs en France, on a un groupe mondial. Et la présence d'un acteur comme nous peut surprendre finalement dans cette table ronde. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi finalement il y a un lien très, très fort. Depuis tout à l'heure, j'entends M. Sauret et M. Bertrand qui parlent de vision territoriale, d'implantation des différents sites pour gérer l'industrialisation, pour parler des transports, parce que finalement, quand on parle d'industrialisation, on parle d'infrastructure, mais on est ici pour parler de transport et logistique, et on sait que ces infrastructures n'auraient pas de sens s'il n'y avait pas de flux et de transport entre les différents sites. Et finalement, ce qui soutient le développement économique et l'attractivité tant économique qu'industrielle, c'est la possibilité d'avoir une vision énergétique aussi intégrée. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, en région de France, sur le canal Seine-Nord-Europe, nous défendons la vision d'implantation d'énergie renouvelable aussi. Je pense à la localité de Marquion, qui est un des 4 sites sur lesquels le canal se développera.
Et donc finalement, notre rôle, c'est aussi d'apporter cette vision d'intégrateur d'énergie au sens complet. Et par ailleurs, là je parle des énergies de la production, mais il est évident, quand on parle de transport d'industrie, qu'il y a aussi le sujet des carburants. Et par exemple, on voit que ce sujet-là, qui n'a pas encore été évoqué, est un sujet qui est en plein essor. Enfin, c'est une discussion qu'on a avec tous les acteurs, que ce soit des transporteurs, que ce soit des justiciens, que ce soit des clients finaux. Et nous, notre rôle, finalement, on a quelque part le mauvais rôle. C'est celui d'annoncer à tout ce beau monde qui souhaite s'engager en faveur de la transition énergétique, c'est mettre un prix. Et donc, en ce sens, le soutien que peut apporter une région, les pouvoirs publics, c'est à la fois d'avoir une vision territoriale et une vision de soutien aussi économique sur les projets que nous pouvons développer. Donc de votre prix, finalement, va dépendre l'opportunité économique de s'installer dans un territoire. Ça a autant d'importance que ça? Dans l'autre sens, dans le sens où les subventions qui peuvent bénéficier à notre projet, in fine, donc au prix de vente, et donc la chaîne se poursuit, et l'objet de décisions qui sont prises au niveau parfois européen, national, à travers différents appels d'offres, et également relève de la compétence des régions à certains niveaux. Donc finalement, on a aussi des arbitrages. Alors, on n'est pas là pour choisir une région par rapport à une autre, on est là pour choisir les meilleurs moyens de production ou les meilleurs systèmes énergétiques à développer sur un territoire. On n'est pas dans une logique d'un industriel qui a des gros actifs, on est plutôt dans une logique de développement et d'accompagnement de ces territoires. Du coup, la transition énergétique telle qu'on en parle, on l'a fait peut-être un peu différemment. Quelle importance elle a, quel rôle elle peut jouer dans l'attractivité d'un territoire? Elle peut rendre les gens fébriles parce qu'on est entre le fossile et c'est pas trop nucléaire, on l'arrête pas, les éoliennes on n'en veut pas, panneaux photovoltaïques oui, mais une espèce de gigantesque acte manqué. Donc la transition énergétique qui est soulignée comme un facteur de réindustrialisation dans le rapport France Stratégie, comment elle est vécue par les acteurs économiques, on est dans l'attentisme, du coup on attend une clarification, une clarté de la part des services publics. Et vous, quel est votre rôle là-dedans? Je peux donner un exemple. Par exemple, j'ai parlé de carburant alternatif, carburant durable. Aujourd'hui, chez Engie, nous sommes leaders en France sur le monde du GNV, avec notre filiale GNV sur 150 stations de distribution qui sont implantées depuis plus de 20 ans en France. Également, nous développons sur la mobilité électrique, dont l'hydrogène. Et par exemple, l'hydrogène, pour reboucler avec votre question, faire le lien, aujourd'hui, on voit que les régions se sont groupées afin de développer l'attractivité des territoires pour la mobilité de leurs ressortissants, leurs concitoyens. Et ce sont donc 4 régions qui ont déjà pris des engagements en faveur de la mobilité hydrogène et des trains hydrogène qui vont être en service entre 2023 et 2025. On voit par ailleurs qu'avec le travail à distance que nous avons vécu depuis 2 ans maintenant, ce sujet de la mobilité propre est un sujet de plus en plus prégnant et qui peut faire l'objet de concurrence pour un choix d'implantation pour une famille comme pour l'entreprise qui s'intéresse au bien-être de ses salariés. L'hydrogène, la région Bourgogne-Franche-Comté, elle y est depuis Chevènement 98, c'est ça, sur l'hydrogène. C'est une histoire ancienne qu'on a redécouvert récemment. Claude Sanson, Constance Maréchal de Rôle, la logistique. Qui veut tirer en premier avec le micro? On voit l'importance de la logistique. On ne peut pas réindustrialiser, on ne peut pas rendre attractif un territoire sans avoir de la place pour les entrepôts, sans avoir de la place pour faire passer les tuyaux de la distribution. C'est l'un et l'autre. Tout à fait. Je pense que pour rebondir peut-être sur ce que disait Madame Levrato au départ, il faut déjà se rendre compte que transport et logistique eux-mêmes ont évolué et qu'effectivement une grande partie de la logistique est de plus en plus, offre de plus en plus de services à ses clients, que ce soit le commerce ou l'industrie, et notamment la logistique industrielle, l'intralogistique. On a une logistique qui se rapproche de l'industrie. Donc on a déjà une partie de la logistique qui est presque elle-même de l'industrie en apportant de plus en plus de services. C'est loin d'être juste on amène un produit de A à B et on le stocke et on le ressort. On apporte du service en plus à la gestion de la marchandise. Et effectivement, comme vous le disiez, il ne peut pas y avoir de réindustrialisation ou d'industrie sans transport et logistique. Parce qu'une industrie, c'est faire venir des matières premières au bon endroit, au bon moment. C'est de l'intralogistique forcément au sein de l'usine et c'est après distribuer des produits finis. Et par rapport à une industrie qui n'est pas en France, il y a à minima toute la gestion des matières premières qui doit se faire en plus sur notre territoire. Et donc plus de gestion de produits à faire venir, à stocker, à redistribuer au bon endroit, c'est plus de logistique. Donc forcément, si on veut réindustrialiser la France, il faut aussi accepter
et être volontaire pour avoir plus de transport et de logistique en France. Et si on veut aller encore plus loin, il faut réussir à lier ce transport et cette logistique relocalisée à cette industrie relocalisée. Et quand on parlait de territorialisation de l'industrie, il faut dans ces politiques industrielles, qu'elles soient nationales ou territoriales, travailler avec les industriels évidemment, mais aussi mettre les transporteurs et les logisticiens autour de la table pour réussir à trouver des solutions globales, des écosystèmes qui font que l'installation de l'industrie sera efficace, sera compétitive. Alors on est un peu loin peut-être de l'industrie, mais par exemple, c'est parce qu'on a un transport et une logistique efficace de nos céréales que, alors qu'elles sortent champ, les céréales françaises sont plus chères que les céréales ukrainiennes, au global, dans l'écosystème global des céréales, ils peuvent être compétitifs à l'export. Et ça doit être pareil, il faut qu'on le pense de la même façon, dans une vision complète du transport et de la logistique au service apporteur de solutions pour notre industrie. Mais quel transport et logistique? Quelle logistique avec une Europe qui a donné un coup d'arrêt aux moteurs à combustible fossile, avec des villes qui se dotent, il y a une centaine de zones de faible émission qui ont été intégrées dans la loi climat et résilience. Tout le monde parle GNV, voire hydrogène. En même temps, les transporteurs disent ça coûte cher. Qui va payer? Est-ce que c'est les chargeurs? Est-ce que c'est les distributeurs? Est-ce que la logistique, c'est encore le tout camion? Ou est-ce que c'est l'occasion de faire sortir du marasme où il se trouve le fret ferré et surtout le fret fluvial? Je pense que si on veut réindustrialiser la France, il faut répondre, pour installer des industries, répondre à ce que veulent aussi les citoyens. Et c'est forcément une industrie plus verte et plus résiliente. Et de la même manière, transport et logistique étant à ce service, transport et logistique de demain seront plus verts et plus innovants. Ils le sont déjà et ils sont en train d'accélérer. Voilà, tous les acteurs français ou internationaux qui travaillent en France sur le transport et la logistique font le maximum pour être plus verts, notamment, vu ce que vous indiquiez. Ça doit se faire effectivement au niveau européen. Parce que la concurrence dans notre secteur est particulièrement forte. On est vraiment un secteur à faible marge. Les professionnels sont impliqués, ils veulent y aller. Là où il faut faire attention, c'est qu'il faut sortir des yaka faucons et on va tout mettre sur le train. On est très favorable au train, évidemment. On va faire le train et le vélo, et ça va régler tous les le train, personne n'y pense, on pense plutôt au fluvial. Le train est à 9%, le fluvial est à 2%, et le train veut doubler, le fluvial veut tripler. Nous, au sein de France Logistique, avec l'ensemble de nos membres, y compris des transports plutôt routiers, on est favorable à ce développement du multimodal et du multimodal français, parce que l'avantage d'un transport qui est longue distance, dont la grande distance deviendrait ferroviaire ou fluviale, c'est que la petite distance qui reste en France, elle est purement française. Et donc, il y aura plus de chances d'avoir, par exemple, un transport routier français. Donc, évidemment qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour développer l'intermodalité, la multimodalité, mais il ne faut pas oublier que le train ou le canal Seine-Nord ne va pas forcément au pied du magasin ou au pied de l'usine, et que donc il faut être pragmatique et il faut faire des solutions d'ensemble. Et si on veut accompagner la partie... les transporteurs routiers eux-mêmes sont très impliqués dans le programme F depuis des années, et ça accélère, ça explose. À la conférence d'ouverture, Iveco indiquait que la moitié de ses commandes maintenant, c'est sur du non-diesel, sur les poids lourds. Donc c'est quelque chose qu'il faut accélérer. Et pour cela, il faut continuer de travailler ensemble dans une démarche pragmatique qui n'est pas simplement yaka faucon, le camion de demain, il sera hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène, oui, mais c'est peut-être pas demain, c'est peut-être après-demain, voire après-après-demain. On en est qu'au prototype. Donc mettons les choses ensemble. Qu'est-ce qu'on veut à horizon 2050? Comment on y va? En acceptant que peut-être on passe par des étapes intermédiaires qui ne sont pas exactement l'étape définitive. Et il faut qu'on mette les gens autour de la table, et c'est vrai que le transport de marchandises a pas mal d'années de retard par rapport au transport de voyageurs, parce que le colis ne vote pas, contrairement aux passagers. Et on commence à voir émerger un travail en commun de l'ensemble des acteurs pour trouver ensemble les solutions d'une façon pragmatique et raisonnable et rationnelle. Et là-dessus, la France est plutôt en avance avec la task force qu'a mis en place le ministère sur le sujet, et qu'on espère on va promouvoir au niveau européen, parce qu'on sent qu'au niveau européen, il y a peut-être encore, alors peut-être sous la pression de certains lobbies, sur le transport de marchandises, il y a encore besoin de travailler sur le pragmatique et raisonnable. Claude Sanson, j'avoue, j'ai tendance à avoir le mal partout, mais dans votre charte, j'ai pas vu grand-chose qui m'a déplu. Vous avez signé une charte avec 3 ministres, charte d'engagement réciproque
pour la performance environnementale et économique de l'immobilier logistique français. On a bien compris, pas de réindustrialisation, d'attractivité des territoires sans logistique, sans distribution. La logistique porte une mauvaise image, celle de boîtes à chaussures qu'on implante près des autoroutes, pas forcément près des fleuves d'ailleurs, pas très beau, avec une biodiversité qui se résume à du gazon, quelquefois avec 2 moutons. Là, vous allez beaucoup plus loin. Pourquoi? Et c'est tout récent, hein, juin 2020. Alors, tout d'abord, ce n'est pas tout récent. Non, mais cette charte-là, je parle de la charte. La charte est toute récente, mais la réflexion sur toute la biodiversité, la réflexion sur la décarbonation, elle est dans nos gènes depuis un certain temps, et même depuis quelques années. Hein. Je rappelle simplement, puisque je représente une association qui s'appelle Afilog, et Afilog, qui est née autour des années 2001, voilà, pardon, j'étais perdu dans les années, qui a une vingtaine d'années, est née de cette réflexion justement sur les aspects écologiques et de protection de l'environnement. Donc vous voyez, c'est une réflexion qui dure déjà depuis un certain temps. Alors, ceci dit, nous faisons une charte. D'abord, pourquoi aller vers une charte que nous avons travaillée avec France Logistique, avec l'appui de France Logistique et de France Stratégie, et pourquoi nous faisons une charte? Très honnêtement, moi, j'en ai un tout petit peu assez d'entendre des propos, quelquefois d'ailleurs plus virulents que ceux que vous avez prononcés à l'instant dans la forme, nous dire que la logistique, ce n'est que de la pollution, ce ne sont que des camions, ce ne sont que des boîtes à chaussures, et on fait mal à tout le monde, aux agriculteurs parce qu'on leur pique leur terrain et tout cela. Franchement, je trouve ça commence à être extrêmement désagréable parce que nous sommes toujours en permanence dans une position défensive, c'est-à-dire essayer de répondre que, mais non, c'est pas tout à fait ça. Ce que je souhaite et ce que nous souhaitons dans le secteur, c'est véritablement d'avoir une position offensive. Il faut que nous montrions à l'ensemble des acteurs, de la population, des pouvoirs publics, que, premièrement, tous ces aspects de biodiversité climatique et autres, nous les prenons en compte depuis déjà fort longtemps, mais nous nous engageons, nous allons nous engager, nous nous sommes engagés maintenant par la signature de cette charte à aller plus vite et plus loin que ce que les textes nous demandent de faire. Hein, donc, on prend la position de dire nous allons être offensifs sur ce sujet. Alors bien évidemment, on a parlé tout à l'heure d'écosystème, on ne va pas le faire tout seul. On a absolument besoin, si on veut avancer, de travailler avec les pouvoirs publics en général et les collectivités territoriales en particulier. C'est indispensable. On a besoin de travailler ensemble. Mais nous avons véritablement cette volonté de faire mieux, faire plus que ce que la loi nous demande, que ce soit sur le plan de la biodiversité, que ce soit sur le plan de la décarbonation des bâtiments, mais que ce soit aussi sur le plan de l'esthétique des bâtiments. Vous pouvez voir quand même, vous pouvez tous constater, les uns et les autres, quand vous passez le long d'une route, des bâtiments qui ont 25 ans ou 20 ans en arrière, et puis des bâtiments qui ont été construits dans les 5 dernières années. Vous voyez quand même une différence. L'esthétique, elle existe. Donc, tous ces aspects-là sont extrêmement importants. Alors, pourquoi on pense que c'est important? Parce que là, on parle de réindustrialisation. Il est bien évident qu'on ne fera pas de réindustrialisation si nous n'avons pas la capacité d'avoir une armature logistique forte à côté. C'est indispensable. Une armature logistique, mais qui soit, si je lis bien la charte, transparente vis-à-vis de l'environnement, intégrée dans le paysage. Ce n'est pas ce qu'on a fait avant. Ce n'est pas toujours ce qui a été fait avant. Nous voulons bien le reconnaître, même s'il y a eu beaucoup de progrès. Mais regardez vraiment aujourd'hui ce qu'on fait. Ce sont des choses qui sont de plus en... Vous savez, je cite souvent un exemple. J'ai été logisticien et j'ai construit un entrepôt du côté de la plaine Saint-Denis. Et à l'époque où j'ai construit cet entrepôt, il n'y avait pas l'autoroute A86 qui passait devant.
Et il se trouve que je discutais avec la mairie de Saint-Denis sur le permis de construire, qui m'a dit « Oui, mais regardez, ça serait intéressant parce que dans les années à venir, on aura une autoroute qui va passer là devant, que vous fassiez une façade un petit peu plus esthétique. » Eh bien, cette façade esthétique, elle a été faite et elle a été intégrée dans le départ du bâtiment. Et pendant quelques années où je suis passé sur l'autoroute A86, je voyais ma façade et je trouvais que la demande qui avait été faite par la collectivité territoriale avait été extrêmement intéressante. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un travail qui doit se faire en collaboration avec les collectivités locales et collectivités Effectivement, vous allez loin sur l'article 6, notamment récupération de 100% des eaux pluviales par le sol, donc vous démacadamisez. Ça, c'est une théorie qui est née à Douai, association Adopta dans les années 90, qui fait école dans l'Europe entière. On entoure les entrepôts de haies, etc., etc. Vous allez loin. Le corollaire, on le voit, c'est l'article 3. Vous demandez à ce que l'État instruise rapidement les dossiers. Manifestement, ça, c'est long. Eh bien, je crois que la question a un peu été évoquée tout à l'heure au niveau de l'industrie. Hein. Il est bien évident que si vous voulez réimplanter une industrie sur le sol français, et une industrie qui va avoir besoin de logistique, mais que vous dites à l'industriel, on va faire une demande de permis de construire et une demande d'autorisation d'exploiter, et que peut-être dans 24 mois, on pourra commencer à construire l'infrastructure logistique, vous êtes sûr que l'industriel, il va tout de suite aller voir si en Belgique ou en Allemagne, il ne peut pas aller un peu plus vite. Hein. Donc, il est indispensable qu'il y ait de la part des pouvoirs publics une accélération et une sécurisation des délais. Je rappelle simplement pour mémoire qu'en France, quand vous commencez à déposer les documents et au moment où vous allez commencer à construire le bâtiment, il va s'écouler entre 18 et 24 mois. Et vous n'êtes pas sûr qu'au bout de 18 ou 24 mois, vous allez avoir toutes les autorisations nécessaires parce qu'il y aura peut-être encore des recours. Quand vous êtes en Allemagne, il vous faut 6 mois en moyenne. Et les constructeurs allemands peuvent même commencer à construire à leurs risques et périls avant d'avoir les autorisations. En France, on ne peut pas le faire. Hein. Donc, vous voyez qu'on a un sacré progrès à faire dans ce domaine. Mais, vous savez, je prends souvent cet exemple. Est-ce que vous imaginez que demain, on va construire une zone industrielle sans y mettre de route avant? Non. Hein, on va commencer par construire les infrastructures routières à faire qu'on puisse y aller. Et si on ne les mettait pas près d'un fleuve, la zone industrielle? Alors, je veux bien y venir après. Mais ici, il faut que, sur la partie logistique, on ait anticipé les besoins. Donc, il faut absolument que là-dessus, il y ait de l'anticipation. Je réponds pour le fleuve très rapidement. Avant de passer à la parole à Xavier Bertrand. Il est bien évident que au niveau de la construction des bâtiments logistiques, puisque c'est ce que nous représentons, ce dont je parle, on est tout à fait favorable. Et je travaille actuellement sur un sujet en région parisienne, pour ceux qui connaissent, qui est la réaffectation du triage de Villeneuve-Saint-Georges, hein, qui vaut le coup, puisque vous savez que c'est un grand terrain qui est placé à quelques kilomètres de la ville de Paris, enfin de la métropole, qui a la Seine sur un côté, qui a les voies ferrées de l'autre côté, et qui a le routier... C'est un Bordelmont, c'est à côté de chez moi, c'est l'horreur. Voilà. Mais on est d'accord, hein, monsieur le maire. Ça vaut vraiment le coup qu'on travaille sur ces sujets, et y compris le fleuve. Hein. Xavier Bertrand, le canal Seine-Nord, il a été difficile à accoucher. Vous l'avez arraché difficilement des mains d'un certain Premier ministre qui fut maire du Havre et qui n'en voulait pas. Si. C'était pas trop ça la raison première. Ah, il n'en voulait pas, le maire du Havre. Attendez, je vais vous expliquer. Oui, allez-y. Faites pas le procès d'Édouard Philippe. Ah, je fais pas son procès, je fais un constat. C'est surtout que la technostructure française pense que la voie d'eau, ça sert à rien, il est trop tard. Voilà, c'est tout. Et que pour eux, ça coûte beaucoup d'argent pour faire passer des péniches. Sauf que ceux-là n'ont rien compris au film. C'est que les emplois qui m'intéressent, ce sont à la fois les emplois de la construction, c'est vrai, 6 000, c'est important. Mais c'est surtout, ce ne sont pas mes chiffres à moi, les emplois du monde économique, les 20 000, qui seront générés par le trafic et notamment par ces plateformes, ces ports intérieurs. Et la logistique se développera parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un canal de 117 km de 5 milliards d'eux,
pilotée aujourd'hui par les collectivités locales. C'est comme ça qu'on l'a récupérée. C'est parce qu'on assume le risque à la place de l'État, parce qu'il n'aurait jamais vu le jour. C'est que derrière ça, ce n'est pas près des magasins, ce n'est pas près des entreprises, donc il va falloir l'acheminer. Et donc, c'est les 4 ports intérieurs qui m'intéressent, j'allais pas dire plus en termes d'emploi, mais tout autant que le canal. Et donc, la voie d'eau a un avenir, et ce n'est pas parce qu'on a tardé par rapport à la Belgique, aux Pays-Bas et à l'Allemagne qu'il est trop tard. Non, je voudrais revenir aussi sur un court instant sur ce qu'a dit à l'instant le président. C'est que vous prenez Belgique, Hauts-de-France, c'est juste à côté. C'est vrai que les délais sont 2 fois supérieurs. Ça n'a rien à voir ni avec la météo, c'est la même, ni avec l'accent, ça ne joue pas. Et donc, quand j'ai vu cela, nous avons mis en place dans la région un contrat d'implantation. C'est-à-dire que pour tout projet d'implantation majeur, les services de l'État, les collectivités locales concernées, on se met autour de la table avec l'investisseur, on voit les différentes étapes, les différentes formalités, on fait un tuilage pour qu'il n'y ait pas de délai entre les différentes interventions, on essaye de voir ce que l'on peut commencer avant et on a réussi maintenant à se mettre exactement au même niveau et on s'engage par contrat. Là encore, on a un projet d'implantation qui se fait chez nous parce que ça a joué. Ce n'est pas donc la seule question des aides budgétaires qui jouent, mais ça, ce que l'on fait dans les Hauts-de-France, ce qu'on fait parfois de façon empirique ailleurs, mais il faut le faire dans toute la France et pas seulement pour un grand projet d'investissement, quelle que soit la taille du projet. C'est aussi les règles sur les ICPE, tout ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Et allons plus loin sur la logistique. En Allemagne et en Belgique, vous avez ce que l'on appelle des peak towers. Vous pouvez construire en hauteur beaucoup plus largement. Dans l'industrie, on peut travailler avec des rythmes qui sont différents, pas dans la logistique, alors que la logistique sert aussi à l'industrie. Ça fait partie des verrous qui ne coûtent pas 1 euro, mais qui vont permettre également que dans la compétition qui s'ouvrira, nous ayons la possibilité de créer des emplois. Si je vous dis cela, c'est parce qu'aujourd'hui, la logistique, c'est 150 000 emplois dans les Hauts-de-France. Et ce n'est pas une paille, 157 000 emplois. Et moi, je reste persuadé que le potentiel va se développer parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ceux qui ne connaissent pas la logistique disent « ouais, de toute façon, ça doit être des boîtes à chaussures avec personne à l'intérieur ». Mais ils ne connaissent rien. Ils ne sont jamais allés. Ils n'ont jamais vu que non seulement il y a des hommes et des femmes en chair et en os. Il n'y a pas beaucoup quand même. Mais vous plaisantez. Non, mais il faut arrêter avec ces idées reçues. Invitez-le. Invitez-le. Moi, je vous invite dans la région des Hauts-de-France et vous allez voir, ce n'est pas un désert où il y a effectivement une personne qui conduit 4 Fenwick à la fois. Non, mais soyons sérieux. Et en plus, c'est des métiers différents, avec des progressions dans un pays dans lequel la promotion sociale, c'est quand même l'enjeu numéro 1. Donc, c'est tout ça la réalité de la logistique. Et encore une fois, il n'y aura pas de logistique s'il n'y a pas d'industrie, mais il n'y aura pas d'industrie sans logistique. Les deux sont étroitement liés. C'est des beaux métiers, c'est en plus des métiers d'avenir. Je n'ai pas dit le contraire. Un petit peu quand même. Non. Il y a des entrepôts comme Amazon, pour ne pas nommer, il y a 3 personnes. Non, mais attendez. Mais si. Vous ne savez même pas ce que je vous ai dit. Vous avez des entrepôts Amazon comme Levin Planck chez moi, qui est un peu leur appartement témoin, où il y a plus de 2000 emplois, il y en a plus après. Mais ceux de chez nous, parce qu'il n'y a pas qu'Amazon, il y a des vrais gens qui ne sont pas remplacés par des robots comme c'est le cas à Seattle et autres. Et c'est aussi pour ça qu'on a intérêt à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et que quand on s'implante, je le dis pour Amazon, comme pour d'autres GAFA, on paye ses impôts et on ne flingue pas la concurrence. Mais ceux de chez nous, ce n'est pas tout à fait ça. Eux, ils payent leurs impôts et ils jouent la concurrence et il y a du monde à l'intérieur. Et toutes ces aides, je pose la question de... Oui, Claude Sanson. Oui, je voudrais simplement rebondir là sur ce point qui est souvent cité. Alors d'abord, c'est un des sujets sur lesquels nous nous battons, c'est qu'il est important de ne pas confondre Amazon, le e-commerce et les entrepôts logistiques. On est d'accord. Ce sont des choses extrêmement différentes. Amazon représente, en matière de surface en France logistique, moins de 1% des surfaces logistiques françaises. Donc, ce n'est pas le sujet. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous, d'ailleurs, sur l'emploi chez Amazon, parce que, y compris chez Amazon, on emploie du monde. Mais en tout état de cause, même s'il y a des soucis avec Amazon, ça ne représente que 1% moins de 1% des surfaces. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a une vraie augmentation du nombre de personnes employées à l'hectare qui fait qu'aujourd'hui, dans une grande majorité des entrepôts, on se rapproche de l'industrie en matière de nombre de personnes. Intensité d'emploi. Voilà, d'emploi. Vraiment, on se rapproche. Parce que
la logistique n'est pas aujourd'hui uniquement un endroit où on prend une palette ou un colis pour le reporter ailleurs. On fait du conditionnement, on apporte du service, on fait des retours, on fait de l'économie circulaire, on fait plein de choses qui font qu'on emploie du monde dans les entrepôts de plus en plus que par rapport même à moi, ce que j'ai connu, on doit employer en moyenne, par rapport à il y a 30 ans, 3 ou 4 fois plus de personnel qu'avant pour les mêmes surfaces, vous voyez. Les data centers, c'est une concurrence pour vous? Pardon? Les data centers, c'est une concurrence pour vous? Les data centers, est-ce que c'est une concurrence pour vous? C'est concurrence foncière? Non, c'est pas du tout une concurrence. Il faut que là aussi, on est comme tout le monde. La logistique utilise de plus en plus des données, et il faut qu'on utilise au contraire tout ce que font les data centers. Non, je vous voyais tiquer, c'était une note de l'Institut Paris Région qui commençait à avoir une concurrence foncière entre les demandes d'entrepôts et les demandes de localisation pour les data centers, avec création à l'appui de beaucoup moins d'emplois. La seule chose que je voudrais peut-être indiquer, c'est que le premier concurrent des entrepôts, c'est le logement. Ce qui artificialise le plus en France, et on en a besoin, c'est le logement. Toute activité qui a besoin d'un toit a besoin d'un foncier. Donc on est évidemment en concurrence avec toutes les activités qui ont besoin de foncier, que ce soit le logement, l'industrie, les commerces, les data centers et autres. Il n'y a pas de spécificité d'une activité par rapport à une autre. La difficulté, c'est plutôt de faire comprendre aux élus locaux qui donnent les autorisations sur le foncier qu'il faut accepter aussi, aux côtés des autres activités, l'activité transport et logistique qui crée des emplois, et si elle n'est pas là, ne permet pas au reste de fonctionner. Le ministre l'a dit dans son introduction, si on n'avait pas eu de transport et de logistique, si on n'a pas de transport et de logistique, on ne vit pas. Les magasins ne sont pas achalandés, les usines ne tournent pas. Une ville comme Paris, elle ne tient même pas 48 heures. Donc c'est plutôt une concurrence générale, mais qui va être accentuée avec les textes actuels sur le foncier. Et il faut accepter qu'on a besoin de donner un peu de foncier au transport et à la logistique, même si transport et logistique, c'est moins de 1% des fonciers artificialisés, donc c'est très petit, mais il faut cette place. Les mètres cubes à stocker de produits, il faut bien les mettre quelque part. Alors on fait tout ce qu'on peut, et la Filog, en signant la charte, fait tout ce qu'il peut pour que ces mètres cubes stockés prennent le moins de mètres carrés possible au sol, mais on ne peut pas les laisser flotter dans les airs. Donc on fait tout il peut y avoir de l'innovation pour densifier les entrepôts, pour serrer le plus possible les racks. On peut évidemment monter les entrepôts en hauteur, mais il faut aussi que ça soit accepté par les élus, il faut que ça aille dans le paysage. On ne peut pas partout mettre des tours de 40 mètres de haut, mais quand c'est possible, c'est à favoriser. Mais on aura de toute façon toujours besoin d'un certain nombre de mètres carrés. Ce que l'on n'aime pas, un rapport schizophrène, on ne veut pas le voir, et en même temps on était bien content de l'avoir pendant le confinement, où les collapsologues, ils l'ont eu dans l'os, parce que manifestement ça a fonctionné. Le système fonctionne, il est fragile parce qu'il est complexe, il est résilient parce qu'il est complexe. Madame Levrato, après tout ce que vous avez entendu, j'aimerais vous entendre. Et ensuite, je passe la parole à la salle. Oui, il y a absolument beaucoup de choses qui pourraient être dites encore, mais il y a un point quand même qui interpelle, c'est aujourd'hui le retour d'industrie dans les villes. Dans le genre de ce qui se fait à Grenoble, vers le nord de la métropole. On a également l'exemple de Bruxelles avec des gestes architecturaux et un aménagement à l'intérieur même de la capitale, de quartiers entiers avec une mixité résidentielle productive. On a le même type de réflexion, pas très loin d'ici, sur Grand Orly-Seine-Bièvre, donc le PT de la métropole du Grand Paris, où l'enjeu, c'est de faire revenir l'industrie dans le milieu urbain. Pourquoi ? D'abord parce que ça limite les phénomènes d'engorgement liés au transport. Ça favorise les écosystèmes denses dont vous parliez tout à l'heure. Et également, ça résout en partie les problèmes de transport de personnes et de marchandises. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de remettre
des usines qui crachent des fumées noires ou les usines à gaz qu'on trouvait à Saint-Denis en milieu urbain. On a tous en mémoire les accidents industriels, Lubrizol, AZF, etc. Mais justement, le fait qu'il y ait des exigences en matière de construction, qu'il y ait un contrôle de l'État, et on peut déplorer de ce point de vue le recul de compétences des DRIR, c'est dommageable, y compris pour les industriels eux-mêmes qui finalement se retrouvent en concurrence par les prix avec des pays qu'on ne pourra jamais concurrencer sur ce domaine-là, au lieu de se retrouver en concurrence sur la qualité sociale et environnementale, qui peut aussi, à condition d'avoir une politique européenne appropriée, servir la politique industrielle même au niveau de l'Europe. Donc, le système est complexe, mais ça vaut la peine qu'on s'y attaque en ce moment. Je crois qu'il y a des élections qui se profilent l'an prochain, donc ça peut faire un débat. On n'en a pas entendu parler. Mais ça veut dire quoi? La France, on le voit bien avec vous, Monsieur Sanson, la philologue, s'ajoute des couches d'environnement, de carbone, de biodiversité, d'eau pluviale. Ça peut créer une distorsion de concurrence avec les pays extra-européens dont les législations en la matière sont plus vieilles, parce que ça veut dire qu'à l'entrée de l'Europe, pour permettre la réindustrialisation, on taxe sur une base de carbone ou sur une base sociale, peu importe. Est-ce que le sujet n'est plus tabou? Est-ce qu'on est obligé de le faire? Madame Levrato. Est-ce qu'on est obligé de le faire? Oui. Eh ben voilà. Oui, enfin, je crois que c'est indispensable. Enfin, on a tous lu, j'espère, les rapports du GIEC, au moins les résumés, en français, de quelques pages, et on comprend bien qu'aujourd'hui, c'est un enjeu vital. Et l'industrie participe de ce mouvement. Enfin, il y a des nombreux travaux qui montrent que la transition écologique ne pourra pas se faire sans l'industrie. Et alors, quand je parle d'industrie, il ne faut pas prendre ça au sens strict, hein, c'est-à-dire le secteur secondaire comme on l'apprenait au lycée. Aujourd'hui, l'industrie est indissociable de deux choses: les services aux entreprises, d'abord, et le transport de marchandises et la logistique. Alors, certains parlent d'hyper-industrie, c'est Pierre Vels. Nous, on parle plutôt de base compétitive pour justement mettre l'accent sur ce continuum industrie, services, commerce de gros et transport, mais sans politique publique forte. Et je crois que ça ne se joue pas à l'échelle nationale, mais européenne. On ne pourra pas reconstruire les filières industrielles. Et regardez aux États-Unis ce qu'ils sont en train de faire sur les panneaux photovoltaïques, par exemple. Taxer à 250% un panneau photovoltaïque qui entre aux États-Unis, s'il contient ne serait-ce qu'un composant chinois, ça c'est vraiment une action politique extrêmement forte. Bilan de l'affaire, il y a des industries de production de panneaux photovoltaïques qui sont en train de se remonter aux États-Unis. On est en train de perdre la dernière photowatt. Et ben voilà, donc le protectionnisme n'est peut-être pas si mauvais que ça. Mesdames, Messieurs, vous avez Bertrand. C'est pas du protectionnisme, c'est de la réciprocité. Oui. Ah, oui, c'est toute la différence. C'est qu'on le voit bien, notamment sur les secteurs dont on a parlé, il y a une action locale des collectivités. Le couple intercommunalité et les régions. Il y a ensuite une stratégie nationale et il y a une dimension européenne. On ne réussira pas, si on veut justement engager cette lutte contre le réchauffement climatique, sans la dimension internationale. Il y a les traités, il y a les COP et les conséquences, mais il y a aussi une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Donc on a une politique de concurrence qui permet de faire émerger des champions européens, mais qui montre très clairement à d'autres pays, qui sont nos amis bien évidemment, mais s'ils ne sont pas sympas avec nous, on va être moins sympa avec eux. Ça s'appelle la réciprocité. Et dans ces conditions-là, on aura un retour justement à une industrie digne de ce nom. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'on a fait des erreurs dans un certain nombre d'années, mais ce que vous disiez pour la logistique, c'était vrai aussi pour l'urbanisme, pour le logement. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a l'obligation de ne pas les reproduire. Mesdames, Messieurs, levez la main, j'arrive. La première question est toujours difficile. Ah ben non, elle arrive vite. Je vous demanderai juste de vous présenter. Bonjour.
Monsieur Didier Gauve, dont je travaille dans l'export. J'avais une réflexion. Il y a quelques mois, Monsieur Luca De Meo, PDG de l'Alliance Renault-Nissan, disait dans le journal Les Échos qu'il était plus possible en France de fabriquer les petits modèles de la gamme Renault. Le Renault Clio, par exemple. Tous les véhicules de moins de 15 000 euros, c'était plus possible de le faire en France à cause du coût salarial. Bon, les véhicules sont produits en Turquie, sont produits en Slovénie, Dacia produit en Roumanie et au Maroc. Mais pendant ce temps-là, je suis étonné de voir que Toyota, le constructeur japonais, est capable de fabriquer dans la région de M. Xavier Bertrand la Toyota Yaris qui vaut à peine 10 000 euros. Parallèlement, légèrement plus. Parallèlement à ça, vous avez la quasi-totalité des modèles Volkswagen qui sont fabriqués dans leur usine mythique de Wolfsburg, où le coût, comme l'expliquait Madame Levrato tout à l'heure, où le coût de production est égal, voire même, je dirais plutôt, supérieur à la France. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les explications, quoi. Pour Toyota, c'est juste la main-d'œuvre ch'ti. Il est en train de changer d'avis. Il est en train de changer d'avis, vous savez pourquoi? C'est parce que dans les équipes qu'il a constituées, il fait venir avant tout des industriels. Et notamment aujourd'hui dans les projets, vous l'avez vu, il y a la Mégane électrique, il y a aussi la nouvelle Renault 5, R5, qui va être produite dans la région, à nouveau, parce qu'ils se sont aperçus qu'avec une logique industrielle, il y avait un intérêt. Deuxièmement, c'est des voitures électriques. Les deux premières usines de batteries électriques, c'est l'Airbus des batteries notamment, vont se faire en France et notamment dans la région des Hauts-de-France. Mais pour ne rien vous cacher, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, tout simplement parce que les subventions qu'on a pu mettre sont de nature à compenser le différentiel qu'il y a par rapport à d'autres pays. Et on en revient toujours à ce qu'on a dit tout à l'heure, la qualité du travail, les hommes et les femmes, les process, la compétitivité, ce que vous indiquiez tout à l'heure, les enjeux de formation, et puis aussi, on parlait des sous-traitants, la disponibilité à proximité, notamment des constructeurs de batteries, et là avec Envision. Mais vous savez, les Allemands, ce qu'ils ont fait à une époque, pour les Chinois et pour les autres, ils n'auront pas laissé le choix. Vous voulez bosser avec nous? Vous vous implantez à 50 km de chez nous, de notre usine. Alors que chez nous, pendant très longtemps, il y avait des discussions qui étaient un peu technocratiques, beaucoup financières et pas assez industrielles. Moi, je n'ai pas à être fan de Tavares ou de Luca Di Meo. Ils savent compter, mais ils renouent avec une vraie vision industrielle. C'est ça qui fait la différence aussi. Alors, je note qu'il n'y avait pas assez d'industriels à Renault, il y avait plus d'HEC que d'école des mines. Et là, ça va mieux. Ça explique aussi la situation. Hein. Vous savez, pas de mystère. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais l'homme ou une femme qui est à la tête d'une entreprise et la façon dont il développe une vision, Luca Di Meo, moi je l'ai rencontré, ouais, l'industrie avant tout. Je vous taquinais, M. Charbonnier, vous avez les deux, vous. C'est ça, hein? École des mines de Douai. Vous voyez, tout le monde est ch'ti. Mesdames, messieurs, oui. Oui, bonjour, Nicolas Bourg, président d'Atil Europe et ancien directeur des liaisons européennes de VNF. J'ai une question qui est un petit peu pour M. Sauret et M. Bertrand. Je pense que le mot écosystème que vous avez mis est tout à fait parfait. Je dirais même écosystème industriel, voire cluster industriel. Si on veut que les entreprises s'installent et soient plus économiques, il faut qu'elles partagent des moyens, des utilités. Il y a deux activités, une qui a été rappelée par Mme Marchal-Dereuse sur l'agriculture et une autre sur la chimie. Et la chimie, il y a 9 sites industriels en France qui sont bord à voie d'eau, connectés au rail et où il y a plusieurs types d'entreprises. Aujourd'hui, on est un petit peu tous dans nos couloirs en France et je pense que les collectivités ont un rôle majeur pour amener les industriels à travailler ensemble, partager les moyens, donc baisser les coûts. Monsieur Sauret, monsieur le maire. Je partage cette vision. C'est d'ailleurs ce que l'on fait quand nous-mêmes, collectivités publiques, on finance des moyens pour que les entreprises s'organisent, se parlent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est ce qu'on fait avec les mises en filière, les clusters. On en a plusieurs en Bourgogne-Franche-Comté, évidemment sur l'automobile, sur l'hydrogène, sur tout la santé, les biomédicaments par exemple, sur lesquels on est en avance. C'est notre rôle que de se parler. Si je peux être taquin, je vais aller au-delà. Nous, on sait bien le faire, ça, parce qu'on est les pieds dans la terre et sur nos territoires. Alors qui ne sait pas bien le faire? Quand l'État commence à s'en mêler, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc c'est le petit message que je veux faire passer. On ne va pas cracher dans la soupe de ce qui s'est fait. Mais quand on regarde et quand on analyse ce qui s'est fait sur le plan de relance, là, 2021-2022,
On a vu l'État arriver avec des moyens qui sont évidemment colossaux quand on les compare avec ceux qu'une région peut mettre sur la table, surtout une petite région comme la nôtre. Mais alors on a vu des moyens lourds venir percuter nos propres règlements d'intervention, venir nous expliquer qu'il fallait une double tutelle d'instruction des dossiers. Bref, on est venu remettre de la complexité dans ce que nous, depuis des années, on cherche à simplifier. Donc, moi, je suis un vrai décentralisateur, pour le coup, et je pense que toutes ces questions-là, dans un principe de subsidiarité, elles seront bien mieux gérées par le niveau régional, dans un cadre et dans un contexte défini par un État stratège, mais beaucoup plus que si ce sont les préfectures de départements ou de régions qui viennent s'en mêler. Et je préférerais, moi, pour ma part, les voir consacrer leurs moyens à ce qui a été évoqué tout à l'heure, quand on a des délais d'implantation qui sont extrêmement longs, quand je vois chez moi, dans ma région, Bourgogne-Franche-Comté, et dans mon joli département de l'Yonne, que notamment sur l'Adréal, Yonne-Nièvre, j'ai 5 inspecteurs pour les 2 départements. Et que des fois, j'ai envie de dire à l'État, mais mettez les moyens là, qu'ils avaient, hein, par ailleurs, dans une époque pas si lointaine avant la RGPP, par exemple. Ou la MAP, enfin, je ne vise pas un gouvernement ou un autre, général des tout le monde a fait publiques. ça. Hein, voilà. Mais ils les avaient, ces moyens-là, ils les ont plus, mais par contre, ils viennent faire des trucs que nous, on sait beaucoup mieux faire qu'eux. Voilà. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut que chacun soit bien dans son couloir et c'est comme ça qu'on sera Donc la bonne échelle d'intervention, c'est la région qui a pourtant un schéma régional, le SRADET, réputé peu efficace. Voilà, dans un couple région-intercommunalité, hein, c'est à mon avis ce tandem-là qui est le plus efficace. Interco et région. Monsieur le Président, le SRADET. Non mais les schémas là, on nous a imposé des schémas, Ouais. tout ça. Donc ça veut dire qu'on dit qu'il y a un schéma. Très bien. J'ai une innovation de rupture. L'investisseur se pointe dans 3 ans, je dis « Ah non, excusez-moi monsieur, il n'y a pas de place pour vous dans le schéma, il faut que je révise le schéma. » Il faut arrêter le délire quand même. On n'a pas le droit d'avoir une vision et d'être pragmatique dans ce pays. Ce que disait Nicolas Bourg, le problème, il est très simple derrière ça. C'est quoi? On veut décloisonner. C'est le cloisonnement qui aujourd'hui bouffe de l'énergie en France, prend du temps et donc coûte de l'argent. Sauf que, comme vous le disiez à l'instant, comme le disait mon homologue, il faut faire simple. Et il faut qu'il y ait un pilote. L'État s'occupe du régalien et de la stratégie, et pour le reste, on laisse faire. Et vous monteriez, vous, franchement, si ce n'est pas une auto-école, dans une voiture où il y a 2 volants et 2 pilotes? Bien sûr que non, ça ne peut pas marcher. Donc c'est le sens, moi, de la République des territoires que je prône, c'est qu'il faut changer de logique. Parce qu'on sait faire, on sait faire. Et ce n'est pas que les agents de l'État, quand ils se lèvent le matin, ils veulent mal faire, mais on a aussi besoin de redéfinir le qui fait quoi, au nom d'une seule chose, de l'efficacité. Mesdames, Messieurs. Oui, j'arrive. Bonjour, Gaël Lévy, Biocinex. Donc je suis industriel du côté de Strasbourg, donc loin de vos régions. Et on a pu bénéficier l'année dernière d'une subvention dans le cadre justement de la réindustrialisation pour faire des tests Covid. Et donc on a mis en place des machines, de l'effectif. J'ai quintuplé la masse salariale. Et fort de ce constat, donc on était très contents. Et sauf que les premiers appels d'offres qui sont tombés sur la France et certains de nos voisins européens ont privilégié des fournisseurs asiatiques, chinois et suisses, et n'ont même pas été consultés. Alors je me suis dit, c'est quand même surprenant dans un État et au sein de l'Europe de finalement avoir bénéficié de subventions pour réindustrialiser et finalement, pour quelques centimes peut-être d'écart, faire venir par voie aérienne en plus des quantités phénoménales de tests d'Asie pour desservir le marché européen. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle du politique à la fois régional et peut-être national pour peut-être plus aider les PME en région face à ces monstres, entre guillemets, qui viennent d'Asie ou de Suisse? Merci. Je ne veux pas vous faire une réponse facile pour vous faire simple, mais c'est juste au nom du bon sens. Pourquoi? Parce que vos élus régionaux connaissent le tissu économique. Évidemment, ceux qui décident bien souvent à Paris ne le connaissent pas. Vous savez, la nécessité de faire bouger les appels d'offres, la commande publique, ça ne pourra venir que des territoires. Que des territoires. Parce que là, le bilan carbone, on n'en parle pas, et le bilan industriel. Mais vous savez, il y a notamment l'UGAP, qui est le bras armé de l'État pour commander, qui nous a flingué des filières industrielles complètes. Tout simplement pour que ça coûte quelques centimes d'euros de moins à l'arrivée, et le bilan emploi, personne n'a regardé.
Ça, il faut arrêter. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, les élus avaient peur de regarder la commande publique, les appels d'offres. Au cœur de la crise, on a pu acheter plein de matériel parce qu'on nous avait desserré justement le fameux frein à main. Et donc la seule façon de faire, c'est de revoir complètement la commande publique, parce que je suis intimement convaincu qu'avec de la proximité, les élus sont capables de faire la part des choses. En ce qui vous coûte un petit peu plus cher, c'est vrai, sur un marché, mais qui, favorisant l'emploi, on s'y retrouve très largement en création de valeur et même en rentrée fiscale et sociale. Mais ça s'appelle le bon sens. Madame Levrato. On vous a coupé le micro. Pas de son, là. Oui, juste un petit complément. Ce que vous racontez est vraiment emblématique de tout un type de situation du même genre dans de nombreux secteurs. Et ce n'est non seulement un problème de commande publique, mais aussi de commande privée. Les acheteurs ne raisonnent que sur les prix et ils sont prêts à dépenser 3 fois pour le même produit qui a une durée de vie moins importante parce qu'il coûte moins cher à l'unité. Donc il y a une grande formation du côté des acheteurs également. Alors je sais qu'il y a des réseaux d'acheteurs qui produisent des chartes justement, mais qui n'engagent à rien finalement. Hein. Une charte, c'est juste un engagement face à soi-même. Il faut peut-être là aussi, dans les appels d'offres, exiger qu'interviennent des règles en matière d'émissions de carbone, d'effets sur l'emploi, pour que, sans ériger de barrières à l'entrée tarifaire, les barrières non tarifaires privilégient la proximité. Nicolas Sauret, je vous ai vu bondir de votre chaise. Non, pas bondir, mais... Un petit peu. Moi, d'abord, je partage évidemment le constat et je voudrais bien savoir s'il y a quelqu'un un jour qui oserait vous dire l'inverse. Bien sûr que ce serait le bon sens. Moi, je n'ai jamais exercé de responsabilité nationale, j'ai jamais été parlementaire, mais à chaque fois, je remarque que cette question, elle est cruciale. Enfin, moi, dans ma petite ville, j'ai l'un des derniers producteurs français de matériel de froid industriel. Quand on a vu cette histoire des vaccins qui devaient être conservés, j'ai appelé le patron de Friginox, je lui ai dit, c'est votre moment là, faut y aller quoi. J'ai fait venir mais tout le monde, les parlementaires, j'ai fait descendre le préfet, un ministre, en disant mais ils sont là quoi. Donc juste faites en sorte que si jamais la PHP a besoin de commander, enfin, ils aient au moins un coup de fil quoi. Ils ne demandaient pas à avoir un passe-droit, ils demandaient simplement au moins à pouvoir être consultés. C'est ce que vous dites d'ailleurs. Et alors ? Ils n'ont jamais eu aucun appel. Mais là où ce qui est formidable, c'est quand vous entendez... Alors, pardon, je me mets un peu à côté, mais j'en suis un décideur politique, mais local. Mais quand vous entendez toutes les familles politiques, vous feront le même constat. Or, là, dans ce cadre-là, on est régi par le droit européen. Hein. C'est le droit européen, la commande européenne. Et les Allemands s'en kikinent pas, hein. Oui, mais moi, j'ai jamais vu dans un programme de personnes, on fout en l'air le code de la commande publique et on le réécrit pour permettre au local. Alors, il y a... Lisez dans quelques mois. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Mais je serai attentif, Monsieur le Président. Je vous promets que je vous enverrai un petit courrier si je ne vois pas ça dans votre programme. Mais n'empêche on est obligé de passer par des clauses environnementales, par des clauses d'insertion qui font le bonheur de l'insertion par l'activité économique. Tout ça est très vertueux aussi. Mais même dans une petite mairie comme la mienne, vous avez parfois, parce que vous franchissez un seuil, vous devez faire un appel à la commande publique, parfois même européenne. Vous dites, mais de toute façon, il n'y a jamais un mec de Grèce qui va venir répondre à mon appel d'offres. Ça n'aurait aucun sens. Mais moi, je rêve, mais dont acte, je rêve que quelqu'un s'attaque un jour très frontalement au code des marchés publics. Et bon, on verra bien dans quelques mois. Une petite dernière, courte. J'arrive et ensuite, je vous laisserai manger. Oui, Éric de Saint-Cernin, consultant en supply chain. Là, je m'aperçois qu'il y a plein de places réservées, cabinets ministériels. Elles sont toutes vides, il n'y a personne. Ça a pris des places vides. Donc peut-être qu'ils ont eu peur ou il y a... Enfin bref. Je trouve qu'effectivement, le principe de subsidiarité doit être vraiment renforcé. Mais néanmoins, justement, une question un peu sur le côté un peu stratège. Par exemple, on parle globalement de compétitivité. Il y a des mesures de la Banque mondiale sur l'indicateur de logistique de compétitivité. Quels sont un peu les objectifs ou les ambitions, ce serait peut-être au niveau de France Logistique ou de France Stratégie,
pour décliner justement, enfin la difficulté bien souvent, c'est décliner en actions concrètes. Notamment, je prends l'exemple du délai. Je suis très surpris que 24 mois de délai, quel est le plan d'action pour réduire ce délai et arriver au même délai que l'Allemagne dans les implantations d'entrepôts, par exemple, concrètement, parce que là, il y a quand même un écart très important. Merci. Constance Maréchal d'Heureux. Oui, bonjour. L'un des objectifs de France Logistique, l'une des raisons de notre création, c'était de l'association donc, qui a été créée en janvier 2020, c'était justement que l'État devienne stratège sur les sujets de transport de marchandises et de logistique, parce que même si les résultats peinent à arriver, il y a quand même une volonté de l'État, par exemple, de réindustrialiser, de travailler sur le sujet depuis des années. Sur les sujets de transport et de logistique, il y a pu avoir parfois un ministre, et puis pendant 4 ans, il ne se passait rien. Donc il manquait il y avait besoin de construire un État stratège sur les sujets globalement transport et logistique. Avant de rentrer dans le détail et sur les mesures concrètes, il faut d'abord vouloir s'en occuper. Il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent et après on décline. Et on a eu ça s'est traduit par le premier comité interministériel de la logistique qui s'est tenu en décembre 2020, co-présidé par 2 ministres. Et on espère dans les semaines qui viennent, d'ailleurs le ministre M. Djebari l'a annoncé lors de son discours d'ouverture, un deuxième comité interministériel de la logistique dans les semaines qui viennent, et que ça perdure et que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, tous les ans au moins, s'occupe du sujet. L'idée, c'est pas tant d'avoir une réunion une fois par an où on dit aux gens c'est très bien, merci, si vous n'aviez pas été là, il n'y aurait pas eu de masque et pas de farine. C'est de se dire, si on veut qu'il y ait des actions concrètes, si on veut que les services avancent, il faut un peu de pression, il faut un rendez-vous qui oblige à rendre compte de ce qu'on a fait. Je trouve que ça me parle assez bien, j'ai travaillé dans l'administration centrale pendant 10 ans, et c'est vrai que d'avoir cette action de l'État avec les collectivités, ça sera la première fois, je crois que Région de France était invitée, mais on espère que dans les prochains exercices, les collectivités seront plus impliquées, effectivement au niveau régional et intercommunalité, pour construire ensemble, public-privé, une vision stratégique du transport et de la logistique. Mais c'est quelque chose qui est assez récent, parce que justement, transport et logistique était largement un impensé pendant des années. C'est quelque chose de très privé. Et là, la crise a dû aider, même si on a été créé avant la crise, à se rendre compte que c'est un outil, on peut l'utiliser, c'est source de solutions au service des autres. Merci Mathieu Charbonnier, je vous laisse le mot de la fin en moins d'1 minute. Vous êtes celui qui a le moins parlé, celle-là me contrit, je suis fort Marie, c'est à vous. Le mot de la fin, le rapport du GIEC a été cité par Mme Levrato tout à l'heure, on voit que sur les enjeux de transport, il y a une prise de conscience de l'impact environnemental que ça peut représenter. La logistique représente 10% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle française. Nous, ce qu'on voit, alors, il y a l'engagement qu'on voit au niveau des territoires que j'ai développé tout à l'heure, et puis il y a l'engagement des différents acteurs. Et nous, ce qu'on perçoit, c'est que ces acteurs ne savent pas quelles sont les solutions à mettre en œuvre. Autrement dit, ils ne savent pas, ils veulent bien réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Je réponds un petit peu en décalage par rapport au sujet évoqué. On leur a dit pendant des années que le sujet de l'électrique était la solution, l'hydrogène, le GNV, et on les sent dépourvus. Ils sentent bien que ce sujet énergétique est très prégnant. Ils se tournent vers nous comme vers d'autres acteurs pour trouver des solutions. Et en fait, la réponse, elle est à la confluence de tout cela. C'est-à-dire qu'elle c'est au milieu du gué de les enjeux des implantations, des territoires, des solutions énergétiques, des clients qui veulent bien aussi jouer les jeux, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là à prendre en compte. Et donc voilà, si en conclusion, en tout cas en ouverture, je peux faire ce pas vers l'enjeu environnemental sur lequel nous sommes engagés aux côtés des acteurs de la filière, je pense que ça fait partie des enjeux de ce salon et des prochaines éditions. En tout cas, des enjeux qui manifestement sont arrivés jusqu'au sommet de l'État, vu qu'on a enfin une ministre déléguée, certes, à l'industrie. Ce n'était pas arrivé depuis des années, avec 5 conseillers, c'est un bon indicateur. On verra ensuite ce qu'il en est. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Si vous m'aimez, suivez-moi. Demain, j'anime un débat sur les nouvelles énergies dans le transport et mercredi sur l'hydrogène. Il y aura encore de la Bourgogne-Franche-Comté dedans. Merci à vous. Reprenez une activité normale et allez manger. À bientôt.